à la construction de ce mur. La démocratie et les Jeux Olympiques font partie intégrante de nos sociétés modernes. Pourtant, ils sont nés en Grèce il y a plusieurs millénaires. Les Romains nous ont légué le concept de législature et des infrastructures très avancées. Les Vikings ont établi des réseaux commerciaux complexes et découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Tous ont contribué à bâtir un nouveau monde. Les Grecs, les Romains et les Vikings sont les pères fondateurs de l'Europe moderne. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le plus grand empire de l'Antiquité naît dans une région marécageuse sur les rives du Tibre. À l'origine, les 7 collines de Rome, infestées de moustiques, attirent peu de monde. En quelques siècles, les Romains conquièrent pourtant toute la péninsule italienne et le bassin méditerranéen. Partis d'une petite colonie, ils finissent par régner sur une 50aine de provinces. À l'apogée de son pouvoir, l'Empire romain occupe un quart du monde. Il s'étend de l'Écosse aux forêts de Germanie jusqu'en mer Noire et en Afrique du Nord. Même la puissante Égypte plie face à Rome. Ses 60 millions d'habitants capitulent devant les conquérants. Des centaines de milliers de soldats parfaitement armés renversent tous les peuples, un à un. Leur arsenal est sans rival. Leur armée parfaitement organisée. Les Romains soumettent les barbares du Nord, les royaumes d'Asie mineure et même les redoutables Perses. Rien ni personne ne peut arrêter l'Imperium Romanum. La puissance de Rome repose sur ses légionnaires. Leur mission varie selon les territoires. Le long du Rhin, les soldats sont plus des bâtisseurs que des guerriers. Ils lancent des chantiers monumentaux pour construire d'immenses fortifications appelées limes. Plus au nord, les légionnaires sont confrontés au froid et à la rébellion des habitants, qui ont du mal à accepter la présence des intrus. Ils s'attellent à l'administration des nouveaux territoires. La plupart sont postés le long des frontières. Il y a plus de 28 légions dans l'Empire, ce qui représente 170 000 soldats, et autant d'hommes sont chargés du fonctionnement de l'armée sur le terrain. À Rome, les exploits des légionnaires sont immortalisés par des monuments. La colonne Trajane s'élève toujours au cœur de la ville. Le musée de la civilisation romaine présente des reproductions des bas-reliefs qui s'enroulent tout autour en spirale. Il montre le fonctionnement des légions. Alexandra Busch de l'Institut archéologique allemand à Rome est spécialiste de l'armée romaine. Voici une scène où des légionnaires romains construisent un campement. Ce qui est intéressant,
c'est qu'ils ne s'occupaient pas seulement de leur quartier militaire. Ils développaient aussi toute la région. Ils bâtissaient des routes et des ponts. Ils ne passaient pas leur temps à faire la guerre. Ils pouvaient rester des années sans combattre. Ils patrouillaient sur le territoire conquis, transmettaient des messages ou organisaient les douanes. C'est pour cela que c'était intéressant d'appartenir à l'armée romaine. Partout où elles vont, les légions romaines construisent une forteresse pour monter la garde sur les frontières de l'Empire. Les combats sont très rares. Quand des conflits éclatent, les soldats sont parfaitement préparés et équipés. Leurs lances peuvent parcourir une quinzaine de mètres et transpercer un bouclier. Elles se cassent quand on les retire, ce qui handicape la victime. Leurs catapultes envoient des pierres à environ 300 mètres. Ils ont inventé l'ancêtre des mines antipersonnelles, des chausses-trappes appelées tribulus, disposées sur le champ de bataille. Leur ingéniosité est étonnante. Ils attachent des fagots de bois enflammés entre les cornes de bovins et les envoient sur l'ennemi en espérant que l'animal ne fera pas demi-tour. Les déplacements de la Légion sont un immense défi logistique. Les habitants conquis doivent nourrir les centaines de légionnaires et leurs bêtes. La majeure partie des récoltes est réquisitionnée par les forces d'occupation, tout comme l'eau, les animaux de trait et les charrettes. L'entretien d'une telle armée est coûteux et compliqué, d'autant qu'elle est dispersée sur un immense territoire. Les légions peuvent parcourir jusqu'à 30 km par jour. Souvent, les Romains prennent le chemin le plus court, à travers des régions sauvages. Ils installent leur campement au milieu de nulle part et laissent des traces de leur passage un peu partout. Dans certaines régions, la construction de leurs forts et leurs besoins en bois rayent des forêts entières de la carte. Une légion de 5000 hommes consomme plus de 8 tonnes de céréales par jour, ainsi que 50 000 litres d'eau et 18 tonnes de fourrage pour les animaux. Les postes dans l'armée sont très recherchés. Ils offrent un salaire régulier, des perspectives d'avenir et même une retraite. Mais cette sécurité a un prix. Les soldats passent de longues périodes loin de chez eux. Autour des forts romains apparaissent des villes dont beaucoup existent toujours. Cologne et Coblence, le long du Rhin, étaient à l'origine des campements militaires romains. Mayence s'appelait autrefois Mogontiacum et elle a été fondée par les Romains. C'est aussi le cas de Ratisbonne sur le Danube. Où qu'ils aillent, les Romains reproduisent la vie à Rome. Elle incarne un idéal. La capitale est une métropole bouillonnante où les classes supérieures profitent du luxe et de la puissance de l'Empire. Oh. Vous ne pouvez pas faire attention. Allez, venez l'aider. C'est toujours la même chose avec ces esclaves. C'est excellent. Comme d'habitude. Flavius, apportez-nous plus de dattes. Et du vin. Allez-vous aux arènes demain? Oui, bien sûr. J'ai parié beaucoup d'argent sur le Gaulois. Le Gaulois.
oui, le blond avec un corps à se damner. Il ne manque pas d'audace. Je le tiens de l'épouse du consul elle-même. Oh. Comptez-m'en plus, très cher. Ah, hier, je suis tombé nez à nez avec Titus dans les bains. Il a un nouvel Africain. Et j'ai entendu dire que demain, il affrontera votre Gaulois. Ah, oui. Si je peux me permettre, votre Gaulois, moi, j'aurais un peu peur à sa place. Vous verrez, il va gagner. Tulia, apportez-nous les cheveux. Allez. Oh, Regardez ça, en avez-vous déjà vu de si blonds? magnifique. C'est pour vous, ils viennent de l'Empire germanique. Votre esclave fait de très belles perruques. Ces barbares ont des cheveux d'une telle beauté. Oui, parfois je suis envieuse. Ils sont sauvages et libres. Eh bien, mesdames, de quoi parlez-vous? Les Romains fortunés vivent dans des villas magnifiques. Dans les faubourgs se trouve celle d'Adrien, une résidence impériale pour l'été avec des jardins et de nombreux puits. La plupart des habitants de la capitale vivent dans de petits appartements dont on voit les vestiges à Ostie, le port de Rome. Au rez-de-chaussée, il y a des échoppes. L'étage est découpé en petits logements exigus, sans toilette ni cuisine. Les loyers sont souvent très élevés. Un quart de la ville est consacré à des espaces publics, ouverts à tous. Les Romains se retrouvent au Colisée, la première arène de l'histoire sur plusieurs niveaux. Il peut accueillir 70 000 spectateurs et possède même un immense auvent appelé Velarium. Grande innovation, l'entrée est gratuite pour les pauvres à qui du pain est distribué. Tous les jours, des procès publics se tiennent dans les forums. Les temples sont aussi des lieux de réunion très courus. Le centre de la ville est le Forum Magnum. C'est le cœur de la vie à Rome. Toutes les couches de la société, riches et pauvres, esclaves et citoyens, s'y croisent. Il y a de riches sénateurs, ces hommes politiques qui décident du destin de l'Empire. Et leurs épouses, les matrones, comme on appelle les femmes mariées. De nombreuses prostituées travaillent dans les maisons closes. C'est une pratique courante qui ne choque personne. La plupart des habitants sont des gens du peuple. Très peu appartiennent aux classes privilégiées. Quels que soient les changements à la tête de l'État, la structure sociale évolue peu. Au sommet se trouvent les nobles, avec les plus vieilles familles romaines qui dominent la politique et l'armée. Ensuite viennent les chevaliers ou équites, des hommes riches qui font carrière au service de l'État ou dans le commerce. En dessous, il y a la plèbe, le peuple composé de travailleurs, de paysans et de leurs familles. Le bas de la pyramide est occupé par les esclaves, des hommes et des femmes qui sont la base de l'économie florissante de l'Empire. Rome compte plusieurs marchés aux esclaves. Chaque semaine, il propose de nouvelles marchandises, souvent des prisonniers de guerre. Au fil des siècles, environ 400 000 esclaves transitent par la capitale impériale. Regardez, ici j'ai du vrai muscle, un ibère de toute beauté. Il est en parfaite condition, aucune maladie, il est très robuste et prêt à travailler tout de suite. Un arrivage tout frais. Oh, pas si vite. Et il est très puissant. Écoutez, je cherche un esclave qui sache compter. Ah, je comprends. Vous voulez un esclave qui ne travaille pas avec ses mains, mais qui travaille avec sa tête. J'ai quelque chose pour vous, venez.
polyvalente et volontaire. La bonne marchandise est rare de nos jours. Et en plus, messieurs, c'est un régal pour les yeux. Je vais vous montrer. Parfaite pour la maison. Et Non, très belle. je ne cherche pas ça. Non. Ça ne vous plaît pas? Bon, assieds-toi. J'en ai aussi un qui vient tout droit de Grèce. Il vous plaira peut-être. Vous avez un Je esclave viens de grec? le recevoir. Amenez-moi le grec. Ah, c'est une affaire, il est très intelligent. Et il vaut son pesant d'or. Et le prix? Ah, un esclave érudit 100 sesterces. Au moins. Qu'en pensez-vous? Je vous en donne 20. Il parle couramment et écrit plusieurs langues. Il a des connaissances dans beaucoup de domaines, dont la médecine. Oui, pour un grec, ça n'a rien d'exceptionnel. Allez, d'accord. Prenez-le pour 50. Tenez, si vous voulez recompter. Mais non, je vous fais pleinement confiance. Bonne chance. Suis-nous, par ici. Les esclaves domestiques sont rares. La plupart travaillent dans les champs, les mines ou les bains publics. En Sicile, dans la province d'Enna, se trouvent des thermes romains particulièrement bien conservés. La Villa Romana del Casale est une demeure luxueuse dans la campagne. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis dans l'hypocauste, le système de chauffage de la villa. Les esclaves rajoutaient en permanence du bois dans le feu. Ça chauffait l'air, qui était ensuite dirigé dans ces conduits jusqu'au bain. Là, c'était le sol. L'air chaud circulait dans la villa, dans le sous-sol et à travers les canalisations dans les murs. Et il chauffait les thermes. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle un hammam en Orient. C'est là que les Romains se préoccupaient de leur hygiène corporelle, qui était très importante pour eux. Les mosaïques de la villa montrent des esclaves apportant des huiles de massage. Il y a aussi des esclaves féminines qui veillaient à ce que les visiteuses ne manquent de rien. Voici la pièce la plus connue de la villa, à cause des femmes qui portent des ancêtres de bikini. Ce sont des sportives à l'entraînement. Elles soulèvent des haltères ou lancent des disques. Celles-ci courent et celles-là font du volley. On voit même une remise de trophées. Ici, on a les vestiges de l'infrastructure sur laquelle tout reposait, l'aqueduc. C'est lui qui apportait l'eau jusqu'à la ville. Elle circulait dans les thermes et les cuisines. Elle rafraîchissait la maison, particulièrement en été, grâce à de petites fontaines. L'eau était un élément très important dans la Rome antique. Les ingénieurs romains inventent le concept de l'aqueduc, d'immenses canalisations d'eau qui sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Un ancien directeur de l'autorité romaine de l'eau écrit à l'époque « Comment peut-on comparer la diversité de nos constructions, grâce auxquelles l'eau est acheminée, avec les pyramides inutiles ou les monuments absurdes des Grecs ?» 5 aqueducs alimentent Rome. Chaque jour, 900 millions de litres d'eau douce arrivent en ville. Cela fait en moyenne 400 litres par habitant par jour. Elle est stockée dans des réservoirs. Ensuite, des canalisations sous pression la répartissent dans des bassins de distribution en centre-ville. Tous les quartiers sont équipés de latrines publiques et collectives. Il y a aussi plusieurs thermes. 1 millier de fontaines et de puits fournissent de l'eau potable. L'idée de sanum per aquam, la santé par l'eau, est largement admise. Aujourd'hui encore,
les canalisations antiques alimentent la célèbre fontaine de Trévi. Jusqu'au XIXe siècle, le système créé par les Romains était considéré comme le plus sophistiqué d'Europe. L'idée des canalisations d'eau circulant en ville a été adoptée par le monde entier. Les ingénieurs hydrauliques modernes n'ont fait que développer les principes définis dans l'Antiquité. La vie à Rome repose aussi sur le travail acharné des fonctionnaires et hommes politiques. Quelles sont les nouvelles? Et épargnez-moi les détails, je vous prie. Malheureusement, il y a plusieurs affaires que nous ne pouvons pas nous permettre de faire attendre. Par exemple, nous devrions jeter un coup d'œil aux listes des prochaines élections. Et nous avons un nombre assez important de requêtes vous étant adressées. Oui, oui, je sais. Contrairement à la légende, les privilégiés sont loin d'être paresseux et décadents. Au contraire, ils sont consciencieux et ambitieux. Ce sont eux qui assurent le bon fonctionnement de l'Empire. Quelques centaines d'hommes dirigent les quelques 60 millions de sujets de l'Empire. Ils tiennent les rênes de cette entreprise colossale qu'est l'Imperium Romanum. Il y a des erreurs. Recomptez tout. Dans tous les secteurs, qu'il s'agisse des percepteurs des impôts, des urbanistes ou des fonctionnaires, les gens travaillent sans relâche. Les officiels organisent aussi l'approvisionnement de la capitale en denrées alimentaires. Le vin et l'huile arrivent dans des amphores, notamment d'Hispanie. Les chevaux de l'armée viennent d'Afrique du Nord. Le fer de Gaule, l'ambre de Germanie et la laine de Britannia Major. La ressource la plus importante, les céréales, est importée de la plus riche province romaine, l'Égypte. La terre des pharaons est le grenier de l'Empire. Les Égyptiens cultivent des céréales sur les rives du Nil depuis des millénaires. Désormais, leurs récoltes sont exportées vers Rome, qui consomme chaque année environ 300 000 tonnes de céréales. Pour les Romains, fournir du pain au peuple est une tactique politique. Quand les gens n'ont pas faim, ils ne risquent pas de se révolter. Les dirigeants savent que la stabilité de l'Empire repose sur la paix sociale. La récolte promet d'être bonne. C'est excellent. Au moins, ça fera plaisir au préfet. Nous serons en mesure de vous faire livrer les 100 boisseaux en août. C'est 300 boisseaux. Et Rome ne tolérera aucun retard. Les Romains. Vous êtes insatiables. Insatiables? Nous sommes le monde. Vous devriez vous y habituer. Notre empire ne fera que s'agrandir. Au centre de Rome, le mont Testaccio est une petite colline de 45 mètres de haut, faite de tessons de poterie. Elle est la preuve tangible du nombre de bouches à nourrir à l'époque. La plupart des aliments arrivaient dans des amphores qui étaient jetés après usage. Au fil des siècles, elles se sont accumulées. Voilà des fragments d'une amphore venue d'Afrique. On connaît sa provenance parce qu'elle est en argile fine et produit un son plus métallique que les autres. Des géologues ont calculé le poids de ce monticule de fragments de poterie, dont il faut se rappeler que beaucoup ont disparu, et ils ont divisé le total par le poids d'une seule amphore. Le nombre d'amphores qu'ils ont trouvées correspond à un volume d'huile d'olive pouvant nourrir 1 million de gens pendant 250 ans. Pour gérer l'approvisionnement de la capitale,
L'administration est une mécanique bien rodée. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Les messagers seront là d'un moment à l'autre. Ah, j'en ai par-dessus la tête d'entendre des balivernes. Quelle est la date de la prochaine réunion du Sénat? La semaine prochaine. Et qu'avons-nous? La liste des pays s'étant acquittés de leurs taxes est arrivée ce matin. Cela donne quoi? L'Égypte est la seule à l'avoir payée. Non, ça ne suffira pas. Ce n'est pas assez. La Britannia, la Gaule, la Mauritanie, se moquent-elles de nous? Occupez-vous-en. Doublez le nombre de messagers. Et ramenez-moi ces impôts. L'administration de l'Empire ne serait pas possible sans un réseau routier très élaboré. Les voies romaines, très nombreuses, sont construites en général par les légionnaires. Les Romains finissent par tracer des sentiers et des routes pavées sur tout leur territoire. Ce réseau va de la capitale aux confins de l'Empire. Il traverse les forêts et les terres encore sauvages, longe les forteresses de l'armée et relie les villes et les villages. Le système de transport des Romains répond à leurs besoins logistiques immenses. Les marchandises, les troupes et les messages doivent circuler rapidement entre Rome et ses territoires. L'Hispanie, la Britannia Major, la Gaule, la Germanie, la mer Noire et l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, les voies romaines n'ont pas disparu. De nombreuses routes principales suivent toujours les tracés dessinés par Rome dans l'Antiquité. La vision romaine de l'infrastructure routière et son organisation précise et efficace ont posé les bases des transports modernes. Rome investit aussi dans le domaine des loisirs. Des arènes sont construites dans tout l'Empire. La plus célèbre est le Colisée, où les combats de gladiateurs attirent les foules. Les gladiateurs sont des superstars. Leur vie est parfois courte, mais elle est palpitante. Ils s'entraînent dans une école spéciale, où des masseurs et des médecins veillent sur leur forme. Les plus chanceux ne se battent que 3 fois par an. Certains ont même un agent pour bien gérer leur carrière et faire fortune. C'est un secteur lucratif. Le sang d'un gladiateur a même la réputation de guérir de l'impuissance. Les gladiateurs sont aussi très courtisés par les femmes. Mais le Colisée a une face plus sombre. Des prisonniers de guerre, des criminels et des chrétiens y sont mis à mort en public. Les combats entre gladiateurs ou contre des animaux sauvages exotiques sont des spectacles très prisés. Le divertissement de masse existe toujours. C'est à l'époque qu'est apparue l'idée de fournir du pain et des jeux au peuple, mais c'était pour des raisons politiques. Au XXIe siècle, les motivations sont principalement financières. Les spectacles actuels sont moins sanglants et personne ne donne sa vie pour divertir la population. Si on veut trouver un équivalent actuel aux gladiateurs, en termes de popularité, il faut sans doute chercher du côté des footballeurs. Ce sont des stars mondiales qui génèrent beaucoup d'argent. À Rome,
Les esclaves sont à la merci de leur maître, mais les Romains libres bénéficient d'une nouveauté, l'égalité devant la loi. Tous les citoyens ont des droits civiques. Lors des procès, ils sont assistés d'un avocat. Et la préparation des plaidoiries se fait parfois dans des endroits surprenants. Elle m'a trompé. Oui. Et pas qu'une seule fois. Ça, j'en suis sûr. On en a déjà parlé. Ce qu'il vous faut, ce sont des preuves. De vraies preuves. Toute la ville est au courant et cancane sur les problèmes de mon ménage. Et que faites-vous de l'enfant qu'elle a eu après notre divorce? On ne peut pas dire qu'il me ressemble. Ce n'est pas une preuve, ça? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le vôtre. Encore une fois, il nous faut le prouver. J'en parlerai moi-même au juge. Il me croira, lui. Écoutez-moi. Il faut que vous parveniez à un entendement, ou cela vous coûtera les yeux de la tête. Vous allez me défendre, et moi je paierai ce que j'ai à payer, grâce à sa dot. Ça ne sera pas facile. On n'a pas grand-chose. Mais je ferai ce que je peux de mon côté pour vous aider. On est d'accord? Je vous préviens dès que j'en sais plus. Ça vous convient? Ça me va. La loi romaine a évolué pour établir l'ordre dans la société et permettre à tout le monde de vivre ensemble paisiblement. Sans cela, les échanges commerciaux et les rapports humains auraient été plus difficiles. La législation découle du mos maiorum, les coutumes des ancêtres qui sont appliquées depuis toujours. Ces traditions sont peu à peu devenues des lois et ont été officialisées par écrit. Les Romains sont très procéduriers. Ils n'hésitent pas à aller devant les tribunaux. La formation d'un avocat est longue et difficile, mais il n'existe pas d'école de droit et les étudiants doivent apprendre auprès d'un maître expérimenté. Pourquoi ici? De quoi s'agit-il? Je ne comprends pas. Montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y. Romain! Non, tiens-toi droit. Plus de prestance. Allez. Romain! Plus fort. Il faut qu'on arrive à t'entendre de loin. Et tu ne dois jamais oublier d'utiliser tes bras. Les grands gestes sont importants. À toi. Romain! C'est pas bientôt fini, ce refus? Pour apprendre à prononcer des discours enflammés devant une assemblée, il faut s'entraîner à porter la voix et étudier l'art de la rhétorique. C'était pas mal. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Regarde Cicéron. À ton âge, c'était pareil, mais il s'est exercé avec acharnement. Crois-moi. Allez. Les futurs avocats doivent absolument lire les discours de Cicéron. Il est considéré comme le plus grand orateur romain. Il sert de modèle à des générations d'avocats. Tous ont conscience que leur réussite tient à leur éloquence. Dans la Rome antique, les procès ressemblent à ceux d'aujourd'hui. Le plaignant expose ses griefs, qui sont ensuite étudiés en présence de l'accusé. Le verdict est rendu par les jurés qui disposent de petites tablettes portant la lettre A pour absolvo, acquitté, ou C pour condemno, condamné. La peine va d'une simple amende à l'exil, voire la mort en place publique. Quand le jury ne parvient pas à un accord, le principe du in dubio pro reo, le bénéfice du doute, profite au prévenu. Il y avait deux types de procès. Les procès publics, pour les meurtres par exemple, où la société dans son ensemble punit le coupable. Les citoyens se réunissaient dans un forum pour décider du verdict.
et les infractions aux droits d'un citoyen. En cas de vol, par exemple. Dans ce cas, la victime devait interpeller le juge et présenter son affaire devant la cour. Les crimes politiques, eux, sont jugés dans des tribunaux spéciaux, en public. La même législation s'applique à tous les citoyens. Personne n'est sans protection, qu'il soit riche ou pauvre, homme ou femme. Dans l'Antiquité, les Romaines ont plus de liberté que leurs consoeurs grecques. Votre honneur. La séance peut commencer. Au regard de la loi, nous sommes divorcés. Mais il refuse de payer ma dot. Votre honneur, cette loi n'est pas applicable dans le cas de l'adultère. Pas si vite. C'est encore moi qui décide si une loi est applicable ou non. Votre honneur, cette femme a accouché d'un enfant qui ne ressemble pas du tout à mon client. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais pas là, monsieur le juge. Cet enfant a les yeux bleus. Et il est roux. Je voulais vous le montrer, mais elle a refusé. Elle a sûrement des choses à cacher. Je ne mens pas. C'est ton fils. Cet homme n'en a qu'après mon argent. Tu as sali ma réputation. Voilà pourquoi cet argent est à moi. Tu peux le prouver? Très juste. Sans preuve, on ne peut rien faire. Nous avons des témoins au nombre de 2. Oui, et où sont-ils? Eh bien, ils refusent encore de témoigner. Mais ils vont changer d'avis. Peu importe, tu paieras ce que tu me dois. J'aimerais être libérée maintenant, j'ai des choses à faire. Les Romaines avaient plus de droits et de libertés que les Grecs, mais avec certaines limites. Elles avaient des droits civiques, mais aucun pouvoir politique. De plus, le commerce leur était interdit. Elles pouvaient être propriétaires d'un terrain, mais n'avaient pas le droit d'en acheter ou d'en vendre un. Elles dépendaient de leur tuteur légal, qui était leur père. Dès que le pater familias mourait, sa fille était plus autonome. Par exemple, elle pouvait divorcer. Une femme était toujours légalement dépendante d'un homme, contrairement à un fils, qui, libéré de la tutelle paternelle, pouvait s'émanciper et devenir chef de famille à son tour. Le droit romain est l'une des inventions les plus durables de l'Empire. Aucun autre système judiciaire n'a autant influencé ceux qui sont apparus par la suite. Aujourd'hui, on l'étudie toujours dans les écoles de droit. Il sert de base au fonctionnement juridique et même politique de nombreux États de l'Europe moderne. Des lois inspirées du modèle romain antique existent encore hors du continent. La Charte des Nations Unies est par exemple basée sur ces principes. À l'époque romaine, la loi des conquérants est souvent rejetée par les peuples assujettis. Les Romains veulent imposer leurs règles, ce qui est vu comme une provocation. Le système judiciaire romain est établi partout, notamment dans les régions frontalières où les révoltes sont fréquentes. Je condamne l'accusé ici présent à mourir sur la croix, pour cause de haute trahison. Allez. Les peuples du Nord sont les plus récalcitrants, mais ils ne sont pas les seuls. Les ennemis les plus dangereux des légionnaires sont les Parthes, dans l'Iran actuel. Les Pictes, ancêtres des Écossais, attaquent constamment la province romaine de Britannia Major. En Afrique du Nord, les Berbères rendent la vie impossible à l'armée romaine. Les plus dangereux sont les Germains, particulièrement agressifs. Ils sont avantagés par le terrain qui leur est familier,
Les Romains n'ont pas l'habitude des immenses forêts impénétrables et du climat froid. Ils n'ont pas de village et pas d'organisation sociale apparente. Les Romains les voient comme des sauvages incontrôlables. Ils craignent surtout un chef de guerre germain formé dans la Légion romaine, Arminius. Il a été fait prisonnier dans son enfance et a été élevé à Rome. Il parle latin et connaît les armes romaines. Il est même devenu officier de la Légion et a été envoyé combattre les Germains. Mais les Romains continuent à le traiter comme un citoyen de deuxième classe. Il finit par changer de camp. Arminius organise les tribus germaniques contre les Romains. Il profite de la haine de l'occupant pour convaincre les chefs de clan d'unir leurs forces. Je me suis déjà battu dans leur rang en Pannonie. Leurs légions sont formées de rangées de fantassins alignés, qui avancent implacablement. Ils nous détruiraient en attaque ouverte. Alors nous les attaquerons par surprise. Leurs colonnes se déploient en forme de serpent à travers la plaine sur des kilomètres. Sauf que Varus se déplace avec 3 légions. Ce qui fait presque 20 000 soldats en tout. Nos effectifs sont inférieurs aux leurs, on ne peut pas les attaquer de partout en même temps. Mais nos forêts, ce sont elles qu'ils craignent. Arminius et ses nouveaux alliés attirent les Romains dans une embuscade. Les légionnaires tombent dans le piège et les Germains se soulèvent un peu partout. En l'an 9 de notre ère, 3 légions romaines comptant entre 25 et 30 000 hommes sont écrasées lors de la bataille de Teutobourg. C'est une immense humiliation pour l'Empire romain. Arminius devient un héros. Il est le libérateur de la Germanie. En 1875, une statue baptisée le Monument d'Hermann est érigée en son honneur dans la forêt de Teutobourg. Après cette cuisante défaite, les Romains doivent battre en retraite. Désormais, le Rhin est une frontière infranchissable. Rome abandonne l'idée de soumettre tout le territoire. Pour se protéger de ces peuples qu'elle considère comme sauvages, elle bâtit les limes. Cet immense système de fortification s'étend sur 550 km à travers la Germanie. Depuis la défaite de Teutobourg, les Romains doivent se contenter de la partie ouest de cette région. L'Est est libre et occupé par les tribus germaniques. Peu à peu, le Rhin s'est imposé comme une frontière nette et étanche. C'était une limite au pouvoir militaire de Rome,
mais aussi à son influence culturelle. On le voit encore aujourd'hui. En France, on parle le français, le descendant du latin. Il reste aussi des traces en Allemagne, par exemple à Trèves, où il y a des ruines romaines. Les habitants de la Rhénanie sont très fiers d'avoir bénéficié de la civilisation romaine. Les Romains auraient dit « on a civilisé ce côté ». Et en face, c'est le Barbaricum, la terre des barbares. Pour les Germains, c'était plutôt Germania Libera, la Germanie libre. À l'est du Rhin et des Limes, les habitants sont libres, mais ils vivent dans des huttes rudimentaires éparpillées dans la campagne. Ceux qui refusent la mainmise impériale payent le prix de leur indépendance. De nombreux barbares acceptent les Romains parce qu'ils leur apportent la civilisation. Ils construisent des routes pavées et développent le commerce. Ils habitent des maisons en pierre, avec parfois un système de chauffage par le sol, ce qui est très appréciable dans les régions froides du nord de l'Europe. Le mode de vie romain se propage à toutes les provinces. Les Romains apportent notamment le concept de divertissement de masse avec leur théâtre. Les vestiges de leur présence sont encore visibles aujourd'hui. Ils ont des thermes magnifiques et des aqueducs de plusieurs niveaux qui font des centaines de kilomètres. Certains théâtres sont toujours debout, tout comme les arènes immenses. L'héritage culturel romain a traversé les siècles. On trouve des ruines antiques dans toute l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord. Être une province romaine a des avantages. Le plus intéressant pour les provinces était la Pax Romana, la paix romaine. Les Romains et leur système juridique solide et très élaboré ont ainsi garanti la paix pendant des décennies, et même des siècles. Ils l'ont fait en installant partout une administration au niveau local. Donc, les populations se sont organisées et administrées elles-mêmes. Les Romains apportaient un système juridique, la paix et un règlement pacifique des conflits, mais aussi l'eau courante, des techniques modernes, de bonnes routes et une administration efficace. Certains pays européens n'ont même pas ça aujourd'hui. L'Empire romain possède la meilleure armée de l'époque et une infrastructure innovante et performante. Pourtant, malgré ses atouts, il finit par s'effondrer. La décadence est souvent citée pour expliquer le déclin de Rome, mais c'est un mythe. L'Empire est fragilisé par des luttes de pouvoir intestines. Plus le temps passe, plus les conflits sont aigus au moment des successions. À partir du IIIe siècle, la crise est permanente. Les empereurs doivent se méfier de leurs propres lieutenants qui ambitionnent de prendre le pouvoir. Désormais, l'armée combat aussi des ennemis de l'intérieur. Les problèmes internes sont aggravés par des pressions extérieures. Le climat évolue et provoque des migrations de masse. Au IVe siècle, les Huns, les Vandales et les Goths empiètent sur le territoire de l'Empire. Ils veulent vivre sur des terres plus riches. Leur avancée finit par renverser Rome. En 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Il laisse un héritage considérable. Les stades, où se tiennent les grands événements sportifs, sont nés à cette époque.
l'idée d'organiser la société grâce à une infrastructure rationalisée remonte à l'époque romaine. Le rêve de la Pax Romana existe toujours. Le concept de loi et d'ordre de l'époque a toujours cours. C'est aussi un empereur romain qui a fait du christianisme la religion officielle qui se diffusera dans le monde entier.